Vous écoutez Sans miséricorde, tome 3, Dessein funeste. Un livre écrit par Isabelle Daigle et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Chapitre 1. Sarah fixe le vide tandis que la porte de la chambre d'hôpital se referme sur sa visiteuse. La travailleuse sociale s'était pointée peu de temps après son réveil pour discuter. Michel les avait laissés en tête-à-tête et était parti à la recherche d'un café digne de ce nom. L'intervenante avait voulu s'assurer de l'état de Sarah et obtenir sa version des faits concernant ses blessures. Heureusement que Michel avait eu le temps de raconter à la jeune fille ce qu'elle-même avait dit. De toute façon, Sarah conservait si peu de souvenirs du fil des événements qu'elle aurait été incapable de répondre aux questions. Son histoire avait donc concordé en tout point avec celle de Michel, ce qui avait convaincu l'intervenante. Cette dernière lui avait tout de même glissé sa carte de visite dans la main droite. « Perdre sa mère à ton âge est difficile, » avait-elle compati. « N'hésite pas à m'appeler. » L'adolescente sait pertinemment qu'elle n'en fera rien. Une voiture klaxonne, ce qui l'extirpe de ses pensées. Sarah se dirige vers la fenêtre, offrant une vue sur le stationnement dont l'asphalte fissuré a connu de meilleurs jours. Elle triture le bout du carton avant de le glisser dans la poche arrière de son jeans. Elle grimace. Le plâtre monte jusqu'au creux de son coude et la peau emprisonnée lui démange terriblement. Elle a hâte de quitter cet endroit qui empeste le désinfectant. Elle ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le personnel médical avait souhaité la garder pour la nuit. Après tout, elle n'a qu'un simple bras cassé. Et des cheveux arrachés, une lèvre fendue et une allure de morte vivante, lui souffle une voix perfide. Sarah soupire. C'est vrai qu'elle devait faire peine à voir à son arrivée à l'hôpital. Michel lui avait raconté qu'étant donné l'heure tardive, ainsi que son état de confusion et ses blessures, le médecin avait préféré les garder pour la nuit. Vois le bon côté des choses, avait lancé la meilleure amie de sa mère. Ce n'est certainement pas dans les grandes villes que nous aurions eu cette chance. J'étais épuisée, et toi aussi. Ça nous a permis de récupérer et nous sortirons très bientôt. L'adolescente poursuit sa contemplation du stationnement, observant le va-et-vient des patients et des visiteurs. « Tu es seule? » Sarah sursaute et fait volte-face. Michel entre dans la pièce, suivi de près par un médecin qui lui sourit gentiment. « Alors, comment on se sent ce matin? »« Ça pique, » ronchonne Sarah en levant son bras plâtré. Le docteur éclate de rire avant de lui assurer que c'est normal. « Tu t'habitueras et tu finiras par ne plus y penser. Vous pouvez y aller toutes les deux, » annonce-t-il en se tournant vers Michel. « Il faudra revenir dans 2 semaines pour faire un suivi. » Sarah ouvre la bouche pour lui dire qu'elle aura quitté la ville et qu'elle habitera trop loin, mais Michel lui lance un regard d'avertissement. « Qu'est-ce qui lui prend? » se questionne l'adolescente, qui juge toutefois plus prudent de se taire. « Très bien, » répond Michel au médecin. « Elle devra porter le plâtre pendant 6 semaines, c'est bien ça? » 6 à 8 semaines, précise le praticien. Je suis navré que le début de ton été se passe ainsi. Il lance un regard désolé à Sarah qui hausse les épaules. Si seulement il savait qu'un bras cassé est la moindre de ses préoccupations en ce moment. Elle a des soucis encore plus terrifiants et dangereux. À cette pensée, ses yeux s'emplissent de larmes et les battements de son cœur accélèrent. Elle doit fournir un effort pour garder sa contenance et ne pas alerter les 2 autres. Elle retourne à la fenêtre et se dit que le temps maussade à l'extérieur s'accorde plutôt bien avec son humeur matinale. Dans son dos, elle entend la porte se refermer, suivie par un drôle de chuintement sur sa droite. Elle tourne la tête en direction du bruit. « Oh non, pas question !» s'insurge-t-elle. Michel tient les poignées d'un fauteuil roulant usé et qui date sans doute de l'époque de la construction de ce vieil hôpital. « C'est mon avant-bras qui est cassé, pas mes jambes. Il y a d'autres patients qui en ont plus besoin que moi. » La femme la toise d'un air sévère et redresse le dos.
Le spectacle désolant du visage blafard de la jeune fille, son teint cireux et ses cheveux ébouriffés la confortent dans sa décision. « Tu es épuisée. »« Non, écoute-moi, » insiste-t-elle. Sarah referme la bouche sur ses protestations et pince les lèvres en signe de mécontentement. « Fais ce que je te dis, ou sinon je raconterai à la travailleuse sociale et au médecin ce que j'ai réellement vu hier soir. Et crois-moi, c'est laid, très laid. » Si c'était possible, Sarah blanchirait davantage. Bien que ses propres souvenirs soient flous, les fragments épars qui lui restent lui font réaliser que la discrétion est de mise. Elles n'ont pas reparlé en détail de ce qui s'est passé la veille. Michel lui avait affirmé que plusieurs éléments restaient à éclaircir et que pour le moment, il était préférable d'en demeurer à la version qu'elle avait donnée lors de leur admission à l'hôpital. Sarah ne tient pas mordicus à retourner chez elle, mais elle ne veut en aucun cas causer de tort à sa tante. Elle a l'impression qu'Alice se trouvait dans la maisonnette hier à un certain moment. Elle se souvient avoir vaguement senti sa présence familière. Cependant, elle ignore quel rôle sa tante a joué exactement. Pliant sous la menace, l'adolescente abdique en maugréant. Michel pousse le fauteuil roulant le long du corridor. Elle salue les infirmières avant d'appeler l'ascenseur qui arrive rapidement. Elle s'y engouffre en silence avant d'en ressortir à peine quelques secondes plus tard. Elle passe les portes automatiques et débouche directement dans le stationnement. Sarah se laisse pousser vers la voiture, une grande fatigue s'abattant soudainement sur ses frêles épaules. La perspective de revoir sa maison la terrifie tant que ses muscles se mettent à tressauter imperceptiblement, agités par d'incontrôlables tics nerveux. Ses 5 sens semblent s'être aiguisés au cours des dernières heures. L'air frais matinal lui pique les joues et les parties exposées de son cuir chevelu. L'odeur provenant des pots d'échappement des voitures qui entrent dans le stationnement et en sortent lui agresse les narines. Le bruit des sirènes d'une ambulance qui se fait entendre au loin, puis se rapproche progressivement, écorche ses oreilles. Un goût résiduel ferreux colle à son palais. Un amoncellement de nuages gris couvre le ciel et Sarah a l'impression de voir les particules d'eau qui les composent. Quitter vers une nouvelle vie lors d'une journée sans soleil lui semble tout à coup terriblement insipide et sombre. Elle se fouette intérieurement. Quelle idiote! Qu'est-ce qu'une météo capricieuse en comparaison de ce qui l'attend à son retour? Michel l'aide à s'extirper de la chaise et lui ouvre la portière de la voiture. Sarah la remercie d'un pâle sourire et s'installe du mieux qu'elle peut. La femme attache sa ceinture de sécurité. « Ne bouge surtout pas. Je ramène le fauteuil roulant et je reviens. » Sarah regarde Michel s'éloigner et se surprend à espérer qu'elle soit de retour rapidement. Pour patienter, Sarah repasse le fil des événements de la veille. Elle essaie de recoller les morceaux que sa mémoire refuse d'assembler. Elle se revoit marcher, comme une automate vers la maisonnette du jardin, poussée par une force invisible. Un pantin. Voilà ce qu'elle est pour cette entité qui peut la manipuler à sa guise et la dominer quand bon lui semble. La séquence des événements est vague. Sarah se concentre en espérant faire remonter à la surface ce qui lui file entre les doigts. Certains éléments finissent par s'éclaircir progressivement et laissent enfin place à une reconstitution claire, mais horrible. Elle se rappelle les esprits qui se déchaînent et saccagent tout dans la maisonnette. Elle se revoit, agonisant sur le plancher, envahie par une douleur indescriptible. Elle croit avoir ressenti un corps affalé sur le sien, possiblement celui d'Alice, tandis que le spectre maléfique les brutalisait sans vergogne. Ses membres sont tendus et les larmes lui montent aux yeux. Michel avait menacé de dévoiler ce qu'elle avait réellement vu. Comment lui faire comprendre que sa tante avait sans doute tenté de la protéger contre un assaillant invisible et sadique et que ce n'était probablement pas elle qui lui avait fait du mal? Elle sait que sa tante n'aurait pas fait le poids contre le spectre vengeur et qu'elles auraient fini par y laisser leur peau si Alex et Michel n'étaient pas arrivés à temps. L'adolescente sait pertinemment que le contexte place Alice dans une situation plus que précaire.
Que pourrait-elle faire pour rétablir les faits et l'innocenter? Sarah craint pour sa vie si elle retourne au domaine de ses grands-parents. Réussira-t-elle à convaincre ses tuteurs de partir dès maintenant? Chapitre 2. Michel n'est toujours pas revenu et Sarah s'impatiente. Son bras gauche élance et une lourdeur s'installe peu à peu dans le véhicule, comme si l'air se raréfiait lentement. Elle espère tout autant qu'elle appréhende le retour de Michel. Elle scrute les environs d'un air anxieux. Chaque personne dont elle croise le regard lui semble suspecte. Elle imagine le spectre maléfique prendre possession du corps de l'un des passants pour achever son œuvre et la détruire complètement. L'adolescente est consciente qu'elle fabule, mais c'est plus fort qu'elle. Les événements la dépassent et la déstabilisent complètement. La tentation de s'enfuir pour ne jamais revenir est forte. Son cœur tambourine dans sa poitrine, excitée à la perspective de tout abandonner sur un coup de tête. Sarah admire sa tante qui a eu le courage de fuir il y a quelques années, sans même jeter un regard derrière. C'est la seule et unique solution. Elle pourrait l'imiter, mais pour aller où? Elle est trop jeune pour subvenir seule à ses besoins. Une idée saugrenue lui traverse alors l'esprit. Incendier le domaine permettrait de mettre un terme à tout ça. Une inexplicable fébrilité s'empare de Sarah lorsque l'image d'un immense feu de joie qui rase tout sur son passage s'impose à elle. La maison, la maisonnette dans le jardin, et pourquoi pas la forêt, le pont et toute la ville entière, tant qu'à y être. Un désagréable chatouillis remonte le long de ses cordes vocales. Malgré elle, ses lèvres laissent échapper un rire d'outre-tombe qui fuse dans l'habitacle. Ce sont des démentiel qui semblent provenir des tréfonds de l'enfer, l'enchantent et l'effraient à la fois. Un combat sans merci écorche l'âme de Sarah et elle doit lutter pour se ressaisir. Ses pensées catastrophiques ne sont pas réellement les siennes. Les traits déformés par la douleur, elle expire bruyamment tandis que la sueur coule le long de ses tempes et de sa mâchoire. Une force invisible lui déchire l'intérieur, tel un serpent qui chercherait à s'extraire de son ancienne peau. La jeune fille tient bon et s'oblige à être plus forte que cette chose maléfique qui annihile sa volonté et veut la posséder. Elle ramène à son souvenir des images de sa mère souriante et de doux moments en sa compagnie. Lentement, les tiraillements intérieurs diminuent d'intensité et la laissent pantelante. Elle a l'impression d'avoir couru un marathon. Elle laisse tomber sa tête contre l'appui-tête et tente désespérément de faire circuler l'air jusqu'à ses poumons comprimés. La porte du côté conducteur s'ouvre et un vent salvateur s'engouffre dans l'habitacle, chassant toute lourdeur. Sarah aspire une grande goulée d'air frais. Michel s'installe derrière le volant et lorgne de son côté en démarrant le moteur. La respiration saccadée de l'adolescente l'inquiète et elle pose délicatement une main sur son genou. « Ça va? Tu veux qu'on retourne à l'intérieur? » Sarah rive ses yeux vitreux à ceux de la femme et secoue la tête. Michel la voit déglutir plusieurs fois avant d'affirmer qu'elle va bien. « Je ne veux pas te brusquer, » continue-t-elle en sortant du stationnement et en empruntant la route principale, « mais tu vas devoir me raconter ce qui s'est passé. Je ne veux pas de mensonges, surtout. » Son ton sévère ne laisse place à aucune ambiguïté. Tôt ou tard, Sarah devra déballer son sac et elle sait qu'elle a intérêt à dire la vérité, même si celle-ci dépasse l'entendement. La jeune fille se sent prise au piège. Bien qu'elle se rappelle certains moments, d'autres demeurent vagues, embourbées dans un désagréable brouillard. En revanche, la douleur et la terreur, elles, sont confortablement installées dans chaque cellule de son corps. L'horrible réalité se confond avec un besoin vital de se persuader que tout ça n'est que le fruit de son imagination ou d'une psychose causée par le départ soudain de sa mère. Malheureusement, son plâtre, sa lèvre blessée et ses cheveux malmenés lui hurlent le contraire. Sarah aurait aimé discuter avec sa tante avant de tout raconter à Michel, non seulement pour se rassurer sur sa propre santé mentale,
mais aussi pour qu'elle l'aide à clarifier ce qui ne l'est pas. Alice aurait pu apporter des réponses à ses nombreuses questions. Malheureusement, la meilleure amie de sa mère exige des réponses immédiatement. Aucun sursis n'est envisageable et Sarah se sent coincée. Bien qu'elle soit concentrée sur la route devant elle, Michel est consciente du combat intérieur de sa passagère. Elle a vu grandir cet enfant et refuse que quiconque lui fasse du mal. Elle immobilise sa voiture à un feu rouge et mordille ses lèvres en réfléchissant. Elles ne sont qu'à une vingtaine de minutes de la maison. Est-ce suffisant pour permettre à Sarah de se confier? La femme envisage de faire demi-tour pour se réfugier dans un café afin d'accorder autant de temps qu'il serait nécessaire à Sarah pour avouer. Un coup d'œil vers le bras plâtré de l'adolescente l'en dissuade, cependant. Leur petite ville regorge de personnes hypocrites et sans scrupules qui n'hésitent pas à analyser les faits et gestes de leurs semblables, constamment à la recherche de potins juteux à se mettre sous la dent. Voir la fille de Maëlie blessée susciterait de nombreux commérages et les rumeurs se répandraient comme une traînée de poudre. Michel refuse d'alimenter les ragots, même si, à une certaine époque, elle en était l'instigatrice et en éprouvait un plaisir malsain. L'heure n'est pas à la rédemption. Inutile de ressasser le passé. Le bien-être de Sarah est ce qui importe. Le conducteur derrière elle klaxonne furieusement et la tire de sa rêverie. Michel appuie sur l'accélérateur et sa voiture fait une légère embardée. L'arrière du crâne de Sarah cogne contre l'appui-tête, lui arrachant un gémissement étouffé. Michel lui tapote le genou en guise d'excuse. Le véhicule traverse la ville et la conductrice emprunte le chemin bordé par la forêt en direction du domaine bourgeois. À ses côtés, Sarah se mure dans un silence buté. La femme refrène difficilement son impatience devant le mutisme de l'adolescente qui feint d'être profondément subjuguée par le paysage. L'impatience de Michel est palpable et Sarah gigote sur son siège, se sentant inconfortable sous la pression silencieuse de la conductrice. Elle n'est pas dupe. Elle connaît le scepticisme de la meilleure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.